Hubert Morel, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi les évolutions de l'URSS puis de la Russie pour le ministère de la Défense de 1989 à 1995 et vous avez effectué de nombreux voyages dans les pays issus de l'URSS. Vous venez de publier 2 livres qui parcourent l'histoire de la Russie de sa création à aujourd'hui en passant par l'Empire russe et l'URSS. À la lecture de la décolonisation de l'Empire russe, nous comprenons combien les relations de la Russie avec les anciennes républiques soviétiques demeurent une problématique centrale des politiques intérieures et étrangères russes. Votre livre nous éclaire sur les enjeux géopolitiques actuels à l'échelle de l'ex-territoire soviétique. Mais il nous démontre aussi combien leur compréhension apporte un éclairage sur les choix de politique étrangère de Vladimir Poutine. Nous voudrions, par quelques questions, voir les principaux soulèvements que vous abordez dans ces livres. Alors l'un des postulats de votre livre est justement d'affirmer qu'en dépit de ce démantèlement de l'URSS, la Russie demeure dans une posture de domination à l'égard des anciennes républiques soviétiques. De quels moyens de pression dispose-t-elle ? Ces moyens de pression sont de différentes natures et trouvent leur origine dans l'histoire de la Russie, essentiellement à l'époque de l'Union soviétique, qui derrière un fédéralisme de façade, était un État unitaire et centralisé. La question la plus sensible est celle des minorités dans les anciennes républiques soviétiques, minorités russes et minorités autochtones. Au moment de l'éclatement de l'URSS, 25 millions de Russes vivaient dans les autres républiques fédérées. On ne saurait reprocher aujourd'hui au gouvernement russe actuel de se préoccuper de leur sort, même s'ils ont acquis juridiquement la citoyenneté de leur pays de résidence. En revanche, on peut lui reprocher, à juste titre, de les avoir instrumentalisés à des fins de politique intérieure ou étrangère, comme ce fut le cas en Moldavie et en Ukraine. En ce qui concerne les minorités autochtones, c'est surtout en Géorgie qu'elles ont été instrumentalisées, avec les conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Existe-t-il d'autres leviers ? Oui, le deuxième est d'ordre économique. L'Union soviétique se caractérisait par un nord-ouest relativement industrialisé et un sud-est qui lui fournissait les matières premières dont il avait besoin. Par ailleurs, peu de produits industriels étaient aux standards internationaux. Aussi, au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, tous les nouveaux États, Russie incluse, avaient intérêt au maintien de leurs relations économiques sous peine d'assister à un écroulement complet de leurs économies. La Russie, compte tenu de sa puissance relative, dominait naturellement cet ensemble. Aujourd'hui, l'arme énergétique est l'outil principal utilisé par Moscou. À l'égard des pays importateurs, Biélorussie et Ukraine, elle a joué sur les robinets d'approvisionnement pour obtenir des avantages économiques ou politiques. À l'égard des pays producteurs, principalement le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, elle a joué tant qu'elle l'a pu sur le contrôle des exportations afin de contrôler leurs ressources, car elle détenait initialement la totalité des oléoducs. Il y a un troisième levier, il est militaire. En effet, toutes les armées de ces pays sont équipées de matériel soviétique et avec les 3/4 de l'industrie de défense soviétique implantée sur son territoire, la Russie était la seule en mesure d'assurer la quasi-totalité du soutien logistique et, encore aujourd'hui, le renouvellement des matériels. Par ailleurs, sa puissance militaire lui a permis d'intervenir hors de ses frontières à la demande des autorités locales en difficulté. Ce fut le cas en Géorgie sous Shevardnadze et au Tadjikistan. La création en 2002
de l'Organisation du traité de sécurité collective a institutionnalisé les relations militaires entre 6 des 15 anciennes républiques soviétiques. Alors dans ce cadre que vous venez de nous décrire, comment s'explique justement la crise russo-ukrainienne? C'est une question très complexe. Ses origines historiques et ethniques lui donnent un caractère identitaire. Mais pour Moscou, c'est essentiellement une question d'ordre stratégique. En effet, l'Ukraine est la façade naturelle de la Russie sur la mer Noire. La flotte de la mer Noire était basée en Ukraine et pour le malheur de celle-ci, en Crimée qui ne lui était rattachée que depuis 1954. Enfin, l'Ukraine a une grande importance économique puisqu'elle se situait au 2e rang de toutes les républiques soviétiques au plan de l'économie et de la population. Aussi, l'organisation de l'espace post-soviétique sans l'Ukraine avait-il peu de sens. Les relations entre les deux pays, difficiles dès l'indépendance, se sont tendues avec l'arrivée au pouvoir des nationalistes ukrainiens, avec la révolution orange de 2004. Et après cette révolution, l'Ukraine s'est rapprochée de l'Union européenne et de l'OTAN, ce qui a fondamentalement irrité la Russie. Le développement des nationalismes de part et d'autre de la frontière n'a fait qu'aggraver les choses. Il est vrai que les nationalistes ukrainiens ne manquaient pas de griefs envers la Russie. À l'origine, l'Ukraine était elle-même la Russie. Puis, de par l'histoire, elle s'en est trouvée séparée, avant qu'en 1654, sa partie orientale passe sous domination russe. Et il a fallu près de 3 siècles à la Russie pour reprendre le contrôle de la totalité du territoire ukrainien. L'Ukraine a eu beaucoup à souffrir de la domination russe au cours de l'histoire, directement et indirectement. En 1654, réinstauration du servage. À la fin de l'Empire tsariste, ravage du pays dû à la guerre civile. Les famines organisées par Staline au début des années 30 ont fait des millions de morts dans le pays. La lutte armée contre les nationalistes ukrainiens s'est poursuivie après la Seconde Guerre mondiale. Et sous Brejnev, c'était une lutte contre la culture ukrainienne. L'histoire très imbriquée de l'Ukraine avec la Russie en font un pays avec une double culture et une population hétérogène. Au moment de l'indépendance, cette population comprenait 22% de Russes et 33% de russophones. Dans les 10 années qui ont suivi, on a assisté au départ de 3 millions de Russes d'Ukraine, soit le quart du total au moment de l'indépendance, et au regroupement des Ukrainiens russophones dans la partie orientale du pays, principalement dans les régions de Donetsk et de Louhansk, les 2 régions aujourd'hui sécessionnistes. On a là les prémices de la crise actuelle. Alors, finalement, la priorité pour la Russie est-elle sa politique à l'égard des anciennes républiques soviétiques ou sa place dans le monde? Les 2 questions sont liées. La Russie est une grande puissance depuis plusieurs siècles et elle ne veut pas être déclassée du fait de la perte de son empire. Le maintien de relations étroites avec les anciennes républiques soviétiques bénéficie à son économie, comme je le disais tout à l'heure, favorise son influence dans les relations internationales générales et flatte le nationalisme russe. D'un autre côté, le maintien de son statut de grande puissance lui facilite l'organisation de l'espace post-soviétique autour d'elle.
espace post-soviétique dont l'Union économique eurasiatique est le dernier avatar. Il y a donc une interaction entre les deux volets de la politique étrangère de Moscou. D'une certaine façon, sa politique en Syrie ne peut pas être déconnectée de la crise ukrainienne. En effet, Vladimir Poutine se trouve en position de proposer aux Occidentaux, qui sont incapables de résoudre seuls la crise syrienne et celle du djihadisme. Donc Vladimir Poutine est en mesure de leur proposer une coopération en Syrie et contre le terrorisme islamiste en échange de davantage de souplesse en Ukraine et en particulier sur la question de la reconnaissance de l'annexion de la Crimée.